Nous sommes en présence des participants à la visioconférence qui va être diffusée également sur un Facebook Live. Pour ce qui est des questions qui vous seront posées, ainsi qu'aux deux autres orateurs qui vous suivent, puisque vous intervenez le premier, il y aura des questions qui viendront directement des participants à la visioconférence débat, qui sont les membres du MCC, et d'autres qui sont à l'extérieur et qui seront relayés dans leurs préoccupations par le vice-président. J'ai deux vice-présidents, Richard Fourneau et Jean-Jacques Flahaux. Donc, le vice-président Jean-Jacques Flahaux est quant à lui chargé de faire une synthèse des questions qui sont posées sur Facebook. L'ensemble des questions vous sera adressé à vous trois lorsque vous aurez terminé vos exposés pour l'efficacité et la facilité, si vous en êtes d'accord. Certainement. Voilà, bonjour, je vous vois maintenant. Très bien. Alors, je propose, donc, Madame la secrétaire, Anne-Marie Legrand, va gérer techniquement l'ensemble du processus et va donner le go pour le Facebook Live, et je propose que nous commencions maintenant. Est-ce que c'est bien? Au passage, je salue Monsieur Flahaux. J'identifie très bien qui vous êtes, même si on ne s'est pas si souvent parlé, et je salue Richard, avec qui on a eu des contacts réguliers dans le passé. Est-ce normal que nous ne voyons on ne voit pas les intervenants? Non, normalement, vous pouvez utiliser donc un onglet qui se trouve en haut à droite de votre écran. Non, je vois. Affichage, et vous pouvez afficher la galerie. Voilà. Et là, vous voyez normalement tout le monde. Ça va. Maintenant, je vois. Ah, super. Bonjour Étienne. Bonjour Richard. Je signale que nous avons eu des contacts réguliers dans le passé, mais professionnels. Oui, mais il l'a dit. Il l'a dit. Ah, ouais. Bien sûr. Est-ce que Anne-Marie a ouvert le live de Facebook? On va lui demander. Je m'installe. Anne-Marie? Anne-Marie, je ne t'entends pas, ton micro n'est pas branché, donc je voudrais te parler. Oui, voilà, oui, on est en live, Parfait. Alors, je déclare ouvert donc notre visioconférence débat organisée par le Mouvement des citoyens pour le changement que j'ai l'honneur de présider, et dans la tâche qui est mienne, je suis aidé par deux vice-présidents hors pair qui sont Monsieur Richard Fourneau, député provincial de la province de Namur, et Monsieur Jean-Jacques Flahaux, qui est membre et président du MRI. Et je voudrais donc vous signaler techniquement d'abord que cette visioconférence se déroule avec les membres du MCC, mais qu'elle est également retransmise en live, ce qui permettra à tous ceux qui ne sont pas dans le cercle dont je viens de parler, c'est-à-dire le cercle de la visioconférence, de poser leurs questions et d'intervenir. Leurs interventions et questions seront relayées dans notre débat par le vice-président Flahaux. Alors, je vais passer directement la parole à Monsieur Étienne Michel, qui est le directeur général du CEGEC, secrétariat général de l'enseignement catholique. Auparavant, il était secrétaire général du CEPES, mais je crois savoir, si je suis bien informé, que cela totalise toute sa déjà très longue et très dense carrière, que ces deux fonctions donc ont émaillé, mais de manière très dense. Et le sujet du jour est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, qui est un sujet qui a trait à l'enseignement et à la manière dont les pouvoirs publics devraient, selon la Constitution et spécifiquement son article 24, paragraphe 4, traiter l'ensemble des élèves, des enseignants et des écoles au travers de la rénovation mais le sujet du jour, c'est la rénovation, mais peut-être plus largement de l'entretien des bâtiments scolaires dans lesquels nos élèves apprennent à devenir des adultes. Et donc, ce sujet qui est quand même très important, qui concerne des milliers de personnes, va être présenté dans ses accents actuels et pointus, puisqu'il y a quand même un trouble. Une décision a été prise par la Fédération
le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en termes de répartition de moyens européens qui nous arrivent par le biais du plan de relance, bien nécessaire dans cette crise sanitaire. Et pour l'instant, les proportions ne sont pas idéales entre les 3 réseaux d'enseignement, c'est-à-dire le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, le réseau de l'enseignement libre et le réseau de l'enseignement officiel subventionné, ou plus exactement, de l'enseignement officiel neutre. Je passe directement la parole à M. Étienne Michel pour son exposé. Voilà, merci beaucoup, Madame Marguem. Je vous ai présenté non pas un PowerPoint, mais un petit mémo. Je pense que ça reviendra quasiment au même. Et je vais partager mon écran et je vais faire mon exposé en vous invitant à suivre ce petit mémo. Je pense que ça permettra de fixer les idées. N'hésitez pas, Madame Marguem, à m'interrompre si vous pensez que je suis un peu trop long ou pas. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Nous avons 1h30 en tout, donc moi, j'imaginais que chaque intervenant puisse disposer d'un quart d'heure, 20 minutes, afin que nous ayons au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de débat avec nos membres et nos invités extérieurs. Très bien, je vais balayer le petit mémo et puis voilà, on s'est bien compris. Alors, Vous avez la possibilité de partager votre écran parce que vous êtes nommé co-animateur. ça, c'est une bonne affaire. Merci. Le voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, nous voyons. Oui, nous voyons. Bon, ben, tout va bien. Alors, donc, j'ai fait un petit mémo à votre intention. Le premier point à prendre en considération, je crois, c'est le défi de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments scolaires. C'est un facteur déclenchant de non seulement de toutes les discussions, mais aussi de certaines décisions qui ont été prises à différents niveaux de pouvoir en Belgique récemment. Citer d'abord des décisions prises au niveau des régions wallonnes et régions bruxelloises, en conformité avec leurs compétences, qui sont de fixer des normes d'amélioration de l'efficacité énergétique en référence aux accords du climat pris à Paris. Alors, ces 2 régions ont pris l'option de prévoir ce qu'on appelle le principe de l'exemplarité des bâtiments qui remplissent une fonction d'intérêt public. Donc, en langage clair, l'objectif de neutralité carbone devra être atteint pour tous les bâtiments scolaires, qu'ils soient libres ou officiels, à l'horizon de 2035 pour la région wallonne et de 2040 pour la région bruxelloise. Pour tous ceux qui ont un peu la pratique des questions de bâtiments scolaires et des questions d'ailleurs immobilières en général, il faut être conscient que 2035, c'est demain en fait, à l'échelle de la politique des bâtiments scolaires. C'est 15 années pour faire ça, c'est très 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 court. Le coût estimé de ces décisions, je cite ici une société qui conseille le ministre Henry. Cette société estime le coût pour tous les réseaux d'enseignement entre 4 et 6 milliards d'euros. Donc, c'est un énorme paquet et les délais sont courts, ça me paraît évident. Alors, le deuxième point de mon exposé, c'est la faiblesse historique des moyens réservés dans l'enseignement aux moyens de fonctionnement des écoles et aux infrastructures. Vous avez ici un petit tableau qui présente la ventilation des budgets de l'enseignement en 3 grandes catégories de dépenses, les rémunérations en orange, les moyens de fonctionnement en jaune et les frais d'infrastructure en vert. Vous ne savez sûrement pas lire les chiffres en détail, ça n'est pas grave. Retenez simplement, vous voyez ici la Belgique est tout en haut, vous voyez ici qu'on a 11% du budget pour les frais de fonctionnement et 4% du budget pour les infrastructures. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 19% du budget pour les frais de fonctionnement et 7% pour les infrastructures. Donc, on a déjà là un problème structurel, en sachant que ce sont ces budgets-là qui, je dirais, doivent fondamentalement nous permettre de prendre en charge les nouvelles exigences énergétiques. Donc, on est face à un vrai problème,
Alors, ces budgets dont je viens de parler, donc subventions de fonctionnement et infrastructures, pour tous les réseaux d'enseignement, ça représente 900 millions d'euros par an. 900 millions d'euros par an. Si vous mettez ça en rapport avec le chiffre que je viens de citer là tout à l'heure, à savoir les 4 et 6 milliards d'euros qu'on doit trouver en 15 ans, vous voyez tout de suite qu'on va être confronté à des difficultés terribles. Si on voulait compter uniquement sur ces budgets habituels, moyens de fonctionnement et budget d'infrastructure, on devrait affecter la totalité des budgets disponibles pendant cette année au seul objectif de l'amélioration énergétique des bâtiments. C'est évidemment totalement impossible puisque ces moyens de fonctionnement doivent servir à un tas d'autres choses, le financement de l'entretien courant des bâtiments, le financement des frais de chauffage, le financement du matériel didactique et dans l'enseignement libre, et d'ailleurs aussi parfois dans l'enseignement subventionné, le remboursement des emprunts qu'on a contractés pour financer l'achat des bâtiments. Donc, il y a un vrai problème. Je voudrais aussi dire que donc, non seulement dans les autres pays de l'OCDE, la part du budget consacré à ces moyens-là est beaucoup plus élevée, mais en plus, il y a souvent des phénomènes de vases communicants qui existent, des possibilités de vases communicants qui existent entre les différentes catégories de budget. Il est évident que si vous avez un peu d'autonomie à l'intérieur de votre grand budget enseignement, pour affecter les moyens là où c'est le plus nécessaire, ça facilite fort les choses. On n'a pas du tout de flexibilité de ce type-là en Belgique. Alors, je continue. Donc, on a un problème fondamental, je viens de l'exposer, et je dois en tout cas reconnaître une chose, c'est que le ministre d'Ardennes et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont compris qu'il y avait une impasse et ils ont eu la bonne idée de saisir le plan de relance de l'Union européenne pour essayer de contribuer à ce problème. D'où, j'en arrive à ce fameux plan de relance, 300 millions d'euros, c'est le chiffre qui est toujours cité pour l'enseignement obligatoire, EO, et l'enseignement supérieur non universitaire, c'est 300 millions d'euros calculés à 130%. Donc, en fait, il s'agira de 230 millions d'euros. Et il y aura aussi 70 millions d'euros pour les universités. 70 millions à 130%, ça fait en fait 54 millions d'euros. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup de contestations à alimenter. Enfin, le gouvernement saisit une occasion pour faire quelque chose d'utile. Ils ne vont pas résoudre tous les problèmes avec ça, mais ils font quelque chose d'utile dans le cadre d'un problème de base que je viens d'évoquer. Alors, où les choses ont commencé à se corser, c'est lorsque on traite la question de la clé de répartition entre les différents réseaux d'enseignement. Alors, je vais essayer d'exposer ça de manière suffisamment claire. Il y a différentes clés ici. La première clé de répartition que j'ai prise ici, c'est la clé de répartition qui est prévue au titre d'un décret qu'on appelle le programme prioritaire de travaux. Alors, j'essaye d'être suffisamment pédagogue. On a dans l'enseignement 3 grands types de fonds, ce qu'on appelle les fonds classiques, ce qu'on appelle le programme prioritaire de travaux et ce qu'on appelle le fonds de création de places. Alors, quand on regarde le champ d'application de tous ces décrets, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a qu'un seul décret qui prévoit explicitement le financement de travaux prioritaires pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, et c'est le décret sur le programme prioritaire de travaux. Donc, jusqu'à présent, il y a une sorte d'évidence, quand on regarde la législation actuelle, que c'est bien au programme prioritaire de travaux, c'est de ce côté-là qu'il faut aller regarder. Alors, je ne cache pas que cette référence au programme prioritaire de travaux m'intéresse aussi pour une autre raison, c'est que c'est un programme qui existe en fait depuis les années 90. À l'origine, c'était le plan d'urgence, puis ça a eu un autre nom, et puis maintenant, c'est le programme prioritaire de travaux.
Et dans ce programme, les budgets sont répartis au prorata du nombre d'élèves. Je peux peut-être faire une toute petite parenthèse historique. Ça me donne l'occasion de rendre hommage à quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans tous ces débats pour l'enseignement catholique, c'est Gérard Deprez. Donc en 1990, dans les années 90, je ne sais plus la date exacte, pour la première fois, il y a un décret qui prévoit des répartitions budgétaires pour le financement des bâtiments scolaires au prorata au nombre d'élèves, c'est le programme d'urgence, et c'est Gérard Deprez qui, à l'occasion de la législature qui s'est commencée en 89, si ma mémoire est bonne, avait imposé ça dans l'accord de gouvernement. Et depuis lors, toute la politique des bâtiments scolaires s'est en fait construite, du point de vue de l'enseignement libre, en tout cas, autour de ce programme d'urgence qu'on a consolidé, qu'on a fait évoluer au fil du temps. Alors, la clé de répartition de ce programme prioritaire de travaux, c'est 15% pour OEBE, ça correspond à la population scolaire de OEBE, 35% pour les communes et les provinces, ça correspond à la population scolaire des communes et des provinces, et 50% pour l'enseignement libre. Monsieur Michel, j'ai une petite question. Je vois que les indicateurs de l'enseignement 2020 répartissent différemment le nombre d'élèves entre les différents réseaux. 49% pour le libre, 30,5% pour l'enseignement officiel et 20,5% pour Wallonie-Bruxelles Enseignement. J'avoue que c'est un truc qui me perturbe un petit peu. J'ai vu ça dans une partie des communications du MR. Ça me perturbe un petit peu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette clé-ci, 15, 35, 50, c'est celle qui s'applique au PPT. Et les travaux que nous avons faits tout récemment pour vérifier ces clés élèves nous conduisaient aussi plutôt de ce côté-ci. Alors, est-ce qu'il y a une différence de concept? Parce que il faut aussi prendre en compte l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur non universitaire dans ces clés. Donc, est-ce que les travaux qui ont été faits au MR prennent en considération aussi l'enseignement supérieur non universitaire qui est concerné par l'affaire? Je n'en sais rien. Nous l'avons fait. Voilà. Mais j'avoue que 30% pour les communes et les provinces, ça me paraît fort peu. Ça me paraît fort peu. Mais là, Roberto Galuccio du CP11 est autour de la table. Il a peut-être aussi une opinion sur le sujet. Il le dira tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, je compare cette clé du programme prioritaire de travaux avec la dernière clé qui est celle qui est arrêtée par le gouvernement pour le moment. Donc, au lieu de mettre 15% à OEBE, l'option retenue, c'est 58,6% à OEBE. Au lieu de mettre 35% dans les communes et les provinces, l'option, c'est de mettre 22,9% dans les communes et les provinces. Et au lieu de mettre 50% dans l'enseignement libre, l'option, c'est de mettre 18,5% dans l'enseignement libre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longtemps que ça pose un problème, que ça pose un problème. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre ces différentes clés, il y en a d'autres. Je ne vais pas toutes les citer et j'ai peur de me perdre dans un exposé technique. Donc, si vous me posez des questions techniques, j'y répondrai par la suite, mais je ne vais pas commencer par ça. Mais retenez quand même que nous avons eu non seulement ces négociations des années 90 sur le programme prioritaire de travaux, mais on a aussi mené une négociation en 2006 pour un projet de partenariat public-privé. À l'époque, la clé qu'on avait arrêtée, qui a été fixée dans un décret, c'était 24% pour WBE, 39% pour les communes et les provinces, 37% pour l'enseignement libre. Et en 2017, on a mené une autre négociation pour le fonds de création de places. C'était pour rencontrer les problèmes d'insuffisance de places dans les zones en tension démographique. Là, c'était 22% à WBE, 40% dans les communes et provinces et 38% pour l'enseignement libre. Donc, vous voyez en fait que dans ces négociations de 2006 et 2017, on a pris en considération jusqu'à un certain point, le fait que la communauté française a une responsabilité particulière sur les bâtiments de WBE. Et donc, WBE a eu, entre guillemets, un peu plus que sa part dans ces négociations-là. Et l'enseignement subventionné
a eu un peu moins que sa part, surtout l'enseignement libre, a eu un peu moins que sa part dans ces négociations-là. Voilà. Mais on était évidemment dans des affaires beaucoup plus équilibrées, hein, beaucoup plus, pour moi, acceptables que ce que l'on a aujourd'hui. Donc, résumé, est-ce qu'il faut prendre en considération l'argument de la propriété? Moi je dis, on peut le faire jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas le faire de manière totalement déséquilibrée. J'en arrive, je jette un œil sur ma montre, au quatrième point, le régime de propriété est-il un argument? De nouveau, il y a 4 éléments que je voudrais mettre en avant, donc ça nous paraît être globalement plutôt une fausse question. Première réflexion, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas formellement propriétaire des bâtiments du réseau WBE, donc ce sont des sociétés patrimoniales qui dépendent de la région Wallonne qui sont propriétaires du réseau WBE. Deuxième argument, l'État n'est pas non plus propriétaire des bâtiments de l'ULB ou de l'UCL, et que je sache, ces universités ne vont pas être confrontées à des discriminations comparables à celles envisagées pour le moment par le gouvernement pour ce qui nous concerne. Le troisième point, c'est que dans d'autres secteurs comme celui de la santé, le régime de propriété n'est plus une question. Donc le gouvernement wallon sortant a décidé d'un grand plan de réinvestissement dans les infrastructures hospitalières, 2,3 milliards. Ces budgets sont répartis de manière complètement équilibrée entre les hôpitaux publics et les hôpitaux qui sont organisés sous forme d'ASBL. Donc, ce qui est possible dans le secteur des hôpitaux a l'air très compliqué dans le secteur de l'enseignement, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, le dernier point, c'est que nous adhérons totalement à la préoccupation de voir l'argent public affecté durablement à la mission d'enseignement. Il y a des mécanismes qui existent depuis longtemps pour apporter de telles garanties. Je peux préciser, si vous le voulez, tout de suite sur le plan technique, mais je ne vais pas le faire d'emblée parce que c'est j'ai peur de me perdre dans un exposé technique. Alors, il y a la cinquième question, c'est est-ce que l'enseignement catholique manquerait de projets? Bien sûr que non. On a ici, on fait un screening des projets en attente ou programme prioritaire de travaux. Il y a 524 projets en préparation. Et sur ces 524 projets, il y en a 391 qui ont une composante d'efficacité énergétique. Donc, sur ces 524 projets, il y a 3/4 des projets, 75% des projets, qui ont une composante d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, c'est intéressant, évidemment, dans le cadre des discussions du moment. Et alors, je me suis aussi demandé, mais à l'intérieur de ces projets qui ont une composante d'efficacité énergétique, quelle est l'importance de cette composante de l'efficacité énergétique au sein de ces projets? Réponse, 72%. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a des projets en nombre important qui correspondent aux attentes de l'Union européenne. On a aussi ventilé cette composante de l'efficacité énergétique par catégorie de travaux. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais regardez seulement un point ici du tableau, remplacement de locaux non améliorables du point de vue énergétique. On parle toujours des préfabriqués, WBE, et il y a un vrai problème de ce côté-là, c'est vrai. Ben voilà, dans l'enseignement libre, il y a 97 bâtiments identifiés pour le moment, donc il y en a certainement d'autres, qui sont non améliorables du point de vue énergétique. Donc, il va falloir déconstruire et reconstruire. Et ce sont des montants de l'ordre de 70 millions d'euros pour le moment. Il y a d'autres catégories de travaux, je ne m'arrête pas là-dessus. Il y a alors la question que vous avez énoncée d'entrée de jeu, Madame Arguem, celle du principe constitutionnel d'égalité de traitement et des différents objectifs. Je voudrais rendre un deuxième hommage à Gérard Deprez. Je ne peux pas faire autrement. Il est là partout dans ces questions de bâtiments scolaires. C'est à son initiative qu'en 1988, le législateur a introduit dans la Constitution un principe spécifique d'égalité dans l'enseignement. Donc, tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifie un traitement approprié. Je me suis déjà prononcé sur une première différence objective souvent évoquée, donc, qui est celle de la propriété des bâtiments. Donc, je dis, jusqu'à un certain point, il faut prendre ça en considération, mais pas au-delà d'un certain point. Pour le reste, c'est la même législation scolaire pour tout le monde, la même obligation d'accueillir tous les publics pour tout le monde, les mêmes exigences de gratuité pour tout le monde, les mêmes contraintes de marché public pour tout le monde. Dans l'enseignement libre, comme dans l'enseignement officiel, il y a un tas de contrôles, mais qui peuvent être un peu différents, puisque nous sommes organisés en ASBL et que l'enseignement officiel ressort de la législation publique. Et donc, nous avons des vérificateurs, des réviseurs, des inspecteurs, donc une armada de personnel qui viennent inspecter nos écoles sous l'angle des finances et sous l'angle du respect d'un tas de législations. Monsieur Michel, s'il y a moyen de conclure maintenant, ce serait une bonne chose pour que je puisse donner la parole aux autres intervenants. C'est parfait, c'est parfait. Et demain, nous aurons les mêmes exigences en matière d'efficacité énergétique. J'avais un dernier point, mais je ne le présente pas ici. Pourquoi une telle différence entre les interprétations flamandes et francophones de la même Constitution? Si vous voulez, on revient là-dessus tout à l'heure dans le débat. Mais en tout cas, je m'arrête comme ça. D'autres que moi peuvent prendre la parole. Je vous remercie, Monsieur Michel, pour cet exposé fort intéressant. Je vais sans tarder passer la parole à Monsieur Pascal Lafosse, qui est président du Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre et qui va compléter sa présentation. Donc, je m'en tiens à ce dernier titre qui nous intéresse directement, mais qui peut, avant d'aborder sa présentation, nous dire quel est son parcours en quelques mots et puis nous faire part de son sentiment dans cette question de la rénovation des bâtiments scolaires et de l'interrogation du MCC qui est comment pouvoir concrétiser le principe « un enfant égale un enfant » dans ce cadre. Monsieur Lafosse, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Donc, attendez, est-ce que là je vois quelque chose? Voilà, excusez-moi. Donc, bonjour tout le monde. Donc, évidemment, c'était un exposé très intéressant et vous comprendrez immédiatement que nous ne sommes évidemment pas tout à fait sur la même longueur d'onde, même si la plupart des chiffres annoncés sont exacts. Donc, je ne vais pas faire d'exposé puisque l'exposé, ça serait redondant et je ne voudrais pas intervenir en, je dirais, interprétant les chiffres différemment, mais je vais plutôt, disons, donner mon avis sur l'aspect plus philosophique et la volonté d'avoir pour chacun de nos étudiants, de nos élèves, de nos enfants, un enseignement de qualité, parce que c'est ça, à mon sens, le principal, et de prouver que nous pensons, au niveau du CP11, que l'aspect philosophique qui est donné dans les établissements du CEGEC ne correspond plus à l'évolution de notre société du XXIe siècle. Donc, je ne vais pas reprendre tous les éléments et arguments que M. Michel a donnés. Je vais simplement reprendre que quelques éléments. Tout d'abord, j'aimerais bien remettre un petit peu l'église au milieu du village. Comme vous le savez, sur la globalité du financement que représente l'enseignement officiel subventionné ainsi que l'enseignement libre subventionné, ça représente, si on ne prend que la part enseignant et la part des fonds, ça représente aux environs de 6 milliards d'euros. Ces 6 milliards d'euros sont répartis de manière, je pense, assez équitable, puisqu'on peut retrouver à peu près 3 milliards d'euros dédiés au réseau CEGEC. Ces 3 milliards d'euros correspondent bien évidemment à la prise en charge du personnel, mais aussi à différents fonds dont M. Michel a expliqué tout à l'heure l'origine. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'on prend, comme M. Michel le souhaite, une clé de répartition basée exclusivement sur les élèves, je ne pense pas que le réseau CEGEC a à devoir être, en tout cas, il n'a pas été lésé dans cette répartition.
Alors, ce que je ne peux pas, moi, accepter, et évidemment, c'est ce que le CP11 se défend aussi, nous ne pouvons pas accepter que sur un budget global que je viens de vous donner tout à l'heure, maintenant, les 6 milliards, on ne prenne qu'un seul plan, hein, une répartition précise qui est le fonds de relance au niveau de l'Europe, donc qui représente, comme M. Michel l'a dit, réellement c'est 230 millions d'euros puisque c'est à 130% qu'il faut le considérer. Ce qui veut dire aussi qu'il faut reprendre un petit peu l'origine, pourquoi l'Europe a voulu, disons, aider de cette manière. Donc, comme vous le savez, ça a été dit, le plan de relance est extrêmement basé sur les difficultés en termes de numérisation de nos écoles, mais aussi du développement durable et des aspects énergétiques. Ce qui veut dire aussi que nous devons essentiellement définir sur le terrain quelles sont les priorités dans tous les établissements scolaires, tous réseaux confondus. À cet égard, une fois que l'on fait une répartition pure et simple sur une clé de répartition élève, on pourrait imaginer à un moment que cette manne d'argent qui reviendrait dans chaque réseau ne puisse pas rencontrer réellement les volontés que l'Europe souhaite et que également la Fédération universelle souhaite. Donc, ce serait donner en fait une somme qui représenterait, selon M. Michel, à 50%, mais 50%, je pense que derrière cela, il y a des projets, les appels à projets qui doivent correspondre à toute une série de critères pour lesquels lesquels nous devons les rencontrer pour pouvoir avoir ce subside. Et donc, nous pensons qu'au niveau du CP11, il serait plus sage, en tout cas sur cette partie-là qui représente 300 millions d'euros sur à peu près plus de 6 milliards, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il serait plus raisonnable d'avoir un service technique qui analyse les différents projets qui rentreraient de l'empare de l'ensemble des réseaux et sur base des critères que l'Europe souhaite et que la Fédération Wallonie souhaite, on attribue sur des réalités de terrain qui existent dans nos écoles. Et ça, nous tenons vraiment à ce que ce soit de cette manière, que ça puisse être… Donc ça, c'est votre critère. Donc vous retenez un critère qui est fondé logiquement sur les exigences européennes en matière d'efficacité énergétique. Est-ce que ce critère existe et si c'est le cas, où est-il? Écoutez, nous sommes pas… Vous me demandez d'intervenir auprès d'un débat ici que je sens très orienté. Non. Donc, permettez-moi en tout cas de continuer sur ma logique et puis j'accepterai de répondre. Mais je ne pense pas que vous avez interrompu M. Michel de la sorte dans son explication. Je lui ai posé une question sur la répartition entre les élèves, parce que j'avais des chiffres différents. Si. Je souhaiterais que ce soit de même pour moi. Je vous en prie. Donc, alors maintenant, sur la problématique un élève égale un élève. Bien évidemment que l'ensemble des réseaux, et j'espère bien le réseau libre, soit sur la même longueur d'onde que vous. Mais il faudrait aussi qu'au sein de ces propres réseaux libres, un élève soit égal à un élève. Et là, nous avons différents exemples qui nous prouvent que ce n'est pas tout à fait la même chose. Chaque élève n'est pas considéré tout le temps comme égal à un autre élève dans le réseau où certaines écoles ont des spécificités élitistes plutôt que d'avoir des spécificités, de jouer un rôle d'ascenseur social pour l'ensemble des élèves de notre région wallonne. Et donc, ça, c'est un des premiers critères que nous souhaitons aussi, c'est que chez eux, il y ait aussi la possibilité de prouver qu'un élève égale un élève avant de demander qu'un élève du réseau libre soit égal à un élève du réseau subventionné officiel. Alors, sur l'égalité, moi, je vous pose alors une autre question. Est-ce que réellement un bâtiment public est égal à un bâtiment privé ? Poser la question, c'est y répondre. Le service public n'a pas vocation à investir dans des bâtiments privés qui, par la suite, pourraient à un moment donné être vendus dans un cadre de projet immobilier, et ça a déjà existé. Et donc, je pense qu'à un moment donné, celui qui a sa propriété entre ses mains doit l'entretenir d'une manière donc de gestion en bon père de famille. Le CEGEC n'a pas tout à fait non plus les mêmes obligations de service public. Et là, nous insistons aussi. Pourquoi on considère, par exemple, que les cours d'éducation philosophique
et de citoyenneté sont importants à nos yeux pour avoir une neutralité dans l'enseignement. Il en va de même, par exemple, pour l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle. C'est pareil, nous demandons aussi cela. L'obligation scolaire, comme vous le savez, qui est une obligation jusqu'à l'âge de 18 ans, est une obligation de financement gratuit et surtout de gratuité dans l'enseignement. Cette gratuité, évidemment, conduit directement à un financement public. Et là, nous sommes conscients que c'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'à ce moment-là, que ce sont, disons, des propriétaires privés qui puissent à un moment donné donner une orientation dans l'enseignement que nous souhaitons? Il faut savoir que nous sommes dans un régime parlementaire, démocratique, d'origine parlementaire. Ce sont les parlementaires qui décident des lois, de l'orientation politique à mener, entre autres ici, évidemment, dans la politique de l'enseignement. Et nous pensons que le privé n'a pas à donner une orientation quelconque dans l'enseignement. Nous pensons qu'il est plus sage que l'ensemble de nos élèves aient une formation qui soit dictée par un consensus au niveau du Parlement. Et comme vous le savez, il y a des élections régulières, les parlements changent et on peut adapter évidemment en fonction des différents souhaits de la population lorsqu'ils ont voté, adapter les réglementations. Et donc, moi, je ne souhaite pas aborder la situation uniquement sur l'aspect financier, parce que je dirais que c'est un faux débat. Il faut quand même rappeler aussi que cet aspect financier-là qui a été soulevé par le CEGEC, ça représente uniquement 4% de l'ensemble des fonds disponibles pour l'enseignement, pour la politique de l'enseignement. C'est quand même quelque chose d'assez ridicule. Et à mon sens, nous passons tous ici une crise sanitaire grave. Les débats que nous avons au niveau des médias, ce sont des débats essentiellement qui reposent sur l'aspect budgétaire, puisque ça a été soulevé par le CEGEC, l'aspect budgétaire de nos établissements. Je suis d'accord que le thème ici était bien celui-là, mais je suis un petit peu désolé de constater que nous sommes ici devant une situation grave. On ne sait pas comment nous allons terminer l'année scolaire avec nos étudiants, et tout est basé sur l'aspect budgétaire et surtout ce plan de relance. Alors, je dirais encore une dernière chose, c'est que, comme vous le savez aussi, ce n'est pas nous qui avons lancé ce débat au niveau donc, du plan de relance de l'Europe proposé par l'Europe. On n'a pas vraiment voulu relever, je dirais, les débats qu'on a pu connaître à un moment donné, enfin que moi, je n'ai pas pu connaître parce que je suis trop jeune pour cela, mais des années 58. Alors, faut-il vraiment à un moment donné raviver ce genre de discussion que nous avons eues durant les années 58? Personnellement, le CP11 ne le pense pas. Nous pensons que nous devons, entre réseaux, trouver des aménagements raisonnables entre nous, de manière à profiter pour l'ensemble de nos élèves et l'ensemble de nos étudiants. C'est là le défi de demain concernant l'enseignement. Vous savez qu'il y a donc un plan donc pour le pacte, donc il y a le fameux pacte pour un enseignement d'excellence. On ne peut pas quand même dire que dans ce pacte pour un enseignement d'excellence, ce soit le CP11 ou les réseaux subventionnés officiels qui sont réellement intervenus, puisque lorsque ça a été mis au point, vous regarderez quels étaient les ministres en place. Et à ce moment-là, je regrette, mais nous n'avons pas entendu M. Michel répondre à la ministre Schiltz concernant certains financements. Probablement qu'ils étaient suffisamment proches les uns des autres que pour ne pas embêter le ministre. Et donc maintenant, j'aimerais bien à un moment donné qu'on remette le débat, qu'on ait un débat raisonnable, un débat qui soit profitable pour l'ensemble de la population et ne pas à un moment donné revenir sur des idéologies, je dirais, comment on appelle ça, de pacte scolaire, donc de revenir avec cette notion du pacte scolaire où là, tout le monde serait perdant dans cet aspect-là. Et je répète encore une fois, ce que M. Michel demande maintenant, ça représente 4%. 4%. Évidemment, c'est important de les obtenir. C'est très important de ne pas perdre 1 euro concernant ces budgets-là qu'on a la chance de recevoir de la part du FEDER. Mais c'est aussi quelque chose qui doit être relativisé par rapport à l'ensemble de la politique que nous rencontrons au niveau de l'enseignement
qu'elles soient budgétaires ou qu'elles soient ici à cause de la crise sanitaire. Et donc, je ne vais pas être plus loin et je serai d'accord de répondre à toutes vos questions, mais vous avez compris dès le départ que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde et j'ai un peu le sentiment que je suis quelqu'un qui est assez cash. J'ai un peu le sentiment ici, lorsque vous nous demandez une invitation à participer à ce type de débat, j'ai un peu le sentiment que nous arrivons ici dans un genre de guet-apens où c'était bien ficelé de la part de M. Michel et il a raison. Mais comment voulez-vous, dans ce débat, il vient un exposé qui est clair, net, précis, concernant les budgets. Moi-même, je n'étais pas préparé de la même manière, donc je ne fais que répondre, mais je connais suffisamment le dossier pour pouvoir répondre sans avoir pris de notes. Et donc, je le dis ici, j'ai clairement le droit de le dire, je pense. J'ai vraiment le sentiment que c'est un peu un guet-apens à l'image de ce qui existe pour l'instant dans les médias, où la parole donnée, en tout cas au réseau CP11, n'a pas toujours été proportionnelle à sa représentativité. Donc voilà, j'en terminerai là, mais je reste voilà, avec vous pour répondre à toute une série de questions qui me seraient posées, mais vous aurez comme cela, je pense, compris le message que je voulais faire passer. Alors, merci, Monsieur Lafosse. Donc, je vous remercie pour votre exposé, pour lequel nous avons tout le respect. Si nous vous avons invité, c'est pour vous écouter, et nous l'avons fait d'un bout à l'autre. Je vous ai posé une petite question, comme je l'ai fait à Monsieur Michel, et je le ferai aussi à Madame Marlière, en tant que présidente de cette visioconférence et du mouvement qui vous accueille dans ce débat. Le débat n'est pas spécifiquement entre les différents intervenants, le débat est plutôt entre les orateurs et les membres de notre mouvement, ainsi que ceux qui nous regardent à travers le Facebook Live. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour faire part de votre point de vue, qui est tout aussi, évidemment, je le répète, respectable que tous les points de vue qui seront exprimés aujourd'hui. Donc, dans quelques instants, je vais donner la parole à Madame Marie-France Marlière, qui a été inspectrice dans l'enseignement puisqu'elle est actuellement en retraite et retraite bien méritée après un parcours très dense également sur le plan professionnel, pour qu'elle livre son point de vue. Et ensuite, nous passerons la parole, je vois que déjà des mains se lèvent, mais je vous donnerai la parole après, nous passerons la parole aux différents membres du mouvement des citoyens pour le changement pour poser les questions. Et alors, j'aimerais quand même remettre moi aussi l'église au milieu du village et vous faire savoir qu'il n'y a rien de cadenassé, bien au contraire. Donc, nous sommes une composante du mouvement réformateur. Nous avons des points de vue, certes. Notre mouvement a été présidé pendant de nombreuses années par M. Gérard Depré, que vous connaissez, et qui est l'auteur de diverses législations, comme M. Michel l'a rappelé. Donc, effectivement, j'aimerais que tous les micros soient coupés. Effectivement, il y a une filiation, mais ça n'est pas pour autant qu'il y a une absence d'ouverture d'esprit. Et bien au contraire, cette ouverture d'esprit, j'aimerais le rappeler, a été exprimée haut et fort par Monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jolet, donc qui est membre du mouvement réformateur et un des hauts responsables du mouvement réformateur, et qui donc effectivement a la volonté d'équilibrer les choses et a lancé des groupes de travail pour pouvoir essayer de trouver entre les réseaux une aune qui soit raisonnable, non seulement pour cette manne européenne, mais pour l'ensemble du financement dont vous avez rappelé l'existence. Alors, j'ai manqué à tous mes devoirs, j'ai oublié de signaler la présence à vos côtés, Monsieur Lafosse, de Monsieur Roberto Galluccio, qui est l'administrateur délégué du CP11 et qui pourra, je suppose, tout à l'heure, avec vous, répondre aux questions qui seront posées. Voilà, comme ça, les choses sont tout à fait claires. Alors, je passe maintenant la parole à Madame Marie-France Marlière, qui va nous livrer son point de vue et nous atteindrons comme cela à peu près 11 heures et passerons la parole aux différents questionneurs. Madame Marlière, nous ne vous entendons pas, donc est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Voilà, je pense que c'est fait. Parfait. Allez-y. Alors, je vais demander aussi le partage de l'écran, si c'est possible.
Certainement. Voilà. Écran partagé. Je pense que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Donc, c'est Madame Legrand, je pense, qui doit me donner le feu vert. Oui, Madame Legrand doit… Anne-Marie, est-ce que tu veux bien donner le partage d'écran à Madame Arlière? Anne-Marie, ton micro est désactivé. Ah oui. Attends. Est-ce que tu veux bien donner le partage d'écran à Madame Marlière? Oui, il faut que je la trouve. Je la trouve dans les différents intervenants. Ah, elle est là, voilà, ok, voilà. Et alors maintenant, Voilà. voilà, maintenant, voilà, ok. Je ne savais pas qu'on allait partager l'écran, donc je ne l'ai pas fait. Là, maintenant, vous pouvez le partager, Madame Marie. Oui, je comprends, pas de problème. Voilà, attendez, hein. Oui, c'est bien. Nous voyons. Vous voyez? Oui. Voilà, je suis en mode plein écran, donc normalement, ça doit aller. Voilà, comme ça? Non. Affichage. Très bien. Côte à côte intervenant. Non. Attendez, hein. Voilà, pendant que je règle encore l'une ou l'autre petite chose, je vais d'abord me présenter. Comme il me l'a été demandé, donc effectivement, j'ai réalisé la plupart de ma carrière professionnelle, je parlerai essentiellement de l'enseignement, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement en haute école, dans l'enseignement de promotion sociale, d'abord comme enseignante, et puis comme directrice d'école, et enfin comme responsable de l'enseignement de la province de Namur. Toute ma carrière s'est d'ailleurs réalisée au sein de cette institution. J'ai d'ailleurs à l'occasion de cette carrière bien connu le décret créatif pour les hautes écoles qui inspire d'ailleurs beaucoup de ma réflexion de ce jour. Bien évidemment, moi, je suis parmi vous aujourd'hui en tant qu'individu. Je ne représente ni un parti, ni un réseau. Donc, c'est très important, je pense, que pour toutes les personnes qui m'écoutent, que je me positionne en disant que mon avis ne concerne que moi et n'engage que moi. Et que donc, je vais peut-être avoir un point de vue quelque peu différent et peut-être qui sera anachronique pour certains, mais voilà, j'interviens un peu à ce titre-là en tant qu'acteur de terrain qui va vous faire part de son expérience, si je puis dire, justement de la gestion des bâtiments scolaires, de nos infrastructures et de son avis par rapport à ce plan de relance et de ses souhaits qui peuvent être un peu parfois utopistes, mais ça amène simplement effectivement du débat et de la réflexion. Voilà, alors donc si vous le voulez bien, je vais situer mon intervention dans ma propre structure, ou celle qu'il était encore, en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines. L'enseignement de la province de Namur, c'est bien sûr un enseignement subventionné. Ça a été largement évoqué tout à l'heure. Nous avons essentiellement, donc, au niveau de la province de Namur, un enseignement de plein exercice et un enseignement de promotion sociale. Et je voulais évoquer cela avec vous pour effectivement vous amener un peu de concret par rapport à ce qui a été dit et qui est plus ma pratique de terrain. Donc, ça veut dire qu'au niveau du plein exercice, nous avons 3 écoles. Donc, ça peut certainement à beaucoup d'entre vous paraître peu par rapport à une représentation de réseau comme celle du réseau libre ou de l'ensemble du réseau officiel subventionné. Donc, 3 écoles, ce n'est pas beaucoup. Mais déjà là, vous voyez, j'amène une nuance en ce sens qu'il y a sans doute 3 écoles, mais il y a 7 implantations. Donc, cette infrastructure à gérer pour environ une moyenne, bon an, mal an, je vais dire comme ça, de 1900 élèves. Nous avons aussi de l'enseignement supérieur,
une seule haute école avec 1600 étudiants en moyenne. Et on ne doit pas oublier non plus l'enseignement de promotion sociale qui lui aussi a des infrastructures. L'enseignement de promotion sociale, comme vous le savez, peut se retrouver sur 2 niveaux d'enseignement, à la fois du secondaire et du supérieur. Nous avons une seule école, puisque nous avons en son temps fusionné les 2 écoles que nous avions, et nous avons en moyenne 1800 étudiants. Donc, notre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné est un relatif petit pouvoir organisateur par rapport à d'autres structures comme que ce soit au niveau provincial, province de Liège ou province de Hainaut, ou que ce soit par rapport à d'autres pouvoirs organisateurs au niveau de l'enseignement libre. Alors, notre cadre de référence, je ne l'évoquerai pas trop parce que je pense que ça a déjà bien été évoqué, mais je peux le faire si nécessaire. Il est de toute façon dans les slides. Donc, c'est bien sûr la Constitution, c'est le pacte scolaire, la communautarisation qui a bien déterminé la manière dont nous devions travailler, et des décrets spécifiques. Je pense que ces décrets spécifiques, comme par exemple le décret haute école de 95, ont vraiment modifié la manière de travailler de nos écoles, particulièrement avec la création au niveau des hautes écoles d'une enveloppe annuelle globale qui permet à chaque haute école, par exemple, d'avoir une vision complète et prévisible de ses moyens financiers, et ce, aussi bien pour le fonctionnement que pour les investissements. Et cette notion d'enveloppe annuelle globale me semble intéressante pour la gestion des différentes infrastructures. Mais je peux revenir là-dessus s'il y a des questions. Alors, au niveau de la province de Namur, quelles sont nos infrastructures? Eh bien, au niveau donc de l'enseignement secondaire, nous avons 9 bâtiments. Je rappelle toujours pour 3 écoles. Donc, c'est quand même des infrastructures très lourdes à gérer. Et de nouveau, au niveau de l'enseignement supérieur, on a, comme je vous le disais, une seule haute école, mais 4 sites. Et là aussi, ça entraîne une gestion extrêmement lourde, difficile. Pourquoi 4 sites? Parce que, en fait, l'historique de la création de notre haute école a influencé directement la gestion de celle-ci. Il faut savoir qu'auparavant, les bacheliers, enfin à ce moment-là, ça ne s'appelait pas comme ça, on appelait ça des graduats. Par exemple, le graduat en agronomie a été créé dans notre école secondaire par le directeur de l'époque. À l'EPAS, M. Fourneau aime bien que je dise Saint-Quentin, et donc les bâtiments, les locaux ont été érigés sur le site même de l'école secondaire. Avec la création des hautes écoles, tous ces bacheliers ont été regroupés au sein, à juste titre, de la haute école. Il n'en demeure pas moins que les bâtiments sont restés dispersés et entraînent une gestion assez morcelée de ceci et très importante en termes d'investissement. Nos bâtiments appartiennent à l'institution provinciale, mais pas toujours, puisque nous avons aussi des bâtiments qui sont mis à disposition par la ville de Namur. Et une des caractéristiques vraiment de nos bâtiments, c'est qu'ils sont anciens. Donc, ils demandent bien évidemment des rénovations et des adaptations très importantes, et qu'ils ont été construits en tenant compte d'un environnement généralement rural important. Donc, ils sont très étendus, ce qui augmente encore les difficultés en termes de gestion et de développement durable. Madame Marlière, je me permets de vous interrompre quelques instants. Donc, c'est évidemment intéressant de voir comment concrètement évolue la problématique des bâtiments, mais ce qui compte évidemment, c'est de savoir, face au problème que nous avons maintenant, qui est un problème général, ça a été rappelé par votre prédécesseur direct dans la discussion et la présentation. Comment vous vous situez par rapport à ça? Comment vous voyez les choses? J'y arrive.
J'y arrive tout de suite. Simplement encore peut-être vous dire que nous avons beaucoup de bâtiments différents et étendus parce que nous avons des formations professionnalisantes et ça aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de locaux techniques, de laboratoires, ce qui entraîne effectivement énormément de locaux dispersés ainsi que des internats qui demandent beaucoup d'entretien. J'allais vous montrer l'exemple de l'EPASC Saint-Quentin que certains d'entre vous connaissent. Voilà une photo aérienne pour vous donner une idée de la gestion effectivement des bâtiments scolaires et le fait de devoir mettre l'ensemble de ces bâtiments dans un plan de relance à mise en ordre pour 2035 est un défi majeur à relever quand on voit la spécificité de cette école qui contient des étables, des porcheries, des halls de mécanique agricole, des serres d'horticulture, etc., etc. Et donc, ça met nos écoles et les acteurs de terrain en difficulté. Donc, c'est sûr que nous voulons participer et nous participons à de nombreux projets de développement durable, que ce soit au niveau des bâtiments ou autres. La province de Namur a d'ailleurs construit également des bâtiments passifs. On rénove des bâtiments existants, mais les programmes actuels ne nous permettent pas d'assurer la totalité de ces prises en charge. Et donc, nous devons rénover, envisager la rénovation des bâtiments et leur mise aux normes, la plupart du temps sur fonds propres, en réalisant une planification pluriannuelle. Alors, les attentes, je dirais, des acteurs de terrain par rapport au programme, quel qu'il soit d'ailleurs, et particulièrement par rapport au plan de relance, ce serait une simplification des procédures, parce que les cheminements des dossiers sont longs et généralement les acteurs de terrain perdent, si je puis dire, le contrôle sur la gestion de ces dossiers. Il y a aussi une demande de plus d'autonomie en direct, un peu à l'instar, comme je le disais, du fonctionnement des hautes écoles. La plupart des directions d'école demandent à ce qu'ils aient une vision directe et claire sur quels seront les moyens qui leur seront accordés, quels projets ils pourront mettre en place et qu'ils puissent eux-mêmes, ou bien sûr avec leur PO, hein, on se comprend, gérer ces différents projets. Donc, une fluidification, si vous voulez, des processus décisionnels. Actuellement, il y a quand même pas mal d'allers-retours par rapport aux différents dossiers et on est toujours dans une forme, si vous voulez, d'incertitude quant à l'évolution des dossiers qui sont introduits. Et de même par rapport à la prévisibilité des chantiers. Et étant donné qu'on ne connaît pas nécessairement quels sont les moyens qui seront alloués, fatalement, on n'a pas toujours la possibilité de savoir quels seront les dossiers qui seront retenus ou pas retenus. Donc, si effectivement on souhaite plus d'égalité, mais aussi, et ça nous semble important, d'équité dans les ressources qui sont allouées aux différentes écoles, l'intérêt, nous semble-t-il, pour nous au niveau du terrain, serait d'avoir des dotations qui soient liées aux infrastructures, dotations qui seraient attribuées par école, un peu sous forme d'enveloppe, et qui seraient calculées par élève inscrit, mais pour lesquels il serait néanmoins, et c'est pour ça que je vous parlais de la spécificité de certains locaux préalablement, qui seraient sans doute pondérés en fonction également du type d'enseignement. Puisqu'on estime qu'en fonction du type d'enseignement, un enseignement agricole ou un enseignement social, par exemple, ne nécessite pas nécessairement des mêmes types d'infrastructures. Et donc, c'est clair que devoir rénover ou mettre aux normes des bâtiments qui comportent beaucoup de locaux techniques nécessite beaucoup plus de moyens que d'autres types d'enseignement. Voilà, c'est un peu la formule que nous proposons par rapport à cette notion
d'équité et d'égalité. Donc, l'égalité, bien sûr, mais également l'équité pour effectivement qu'il y ait un juste traitement des choses pour chacun d'entre nous. Alors, on pourrait repartir sur l'aspect réglementaire que j'avais préparé également, mais je pense qu'il a été déjà évoqué préalablement par les intervenants. Et il est 11h02. Oui, voilà. De toute façon, la présentation les reprend, donc elle est à disposition des personnes qui le souhaitent. Merci beaucoup, Madame Marlière. Alors, je passe la parole directement à mon vice-président Richard Fourneau pour une courte intervention, éventuellement des questions. Ensuite, à Marc Castel. Et je demande à mon autre vice-président Jean-Jacques de me faire connaître juste après les questions qui sont posées sur le chat du Facebook Live. Alors, Richard, tu as la parole. Oui, simplement, je voudrais m'adresser à M. Lafosse, que je connais bien puisqu'il est mon président au CP11. J'en profite pour dire que j'ai vu des questions passer où des gens demandent ce que c'est le CP11. Donc, il faudrait on a répondu. Mais on a répondu. Tout le monde n'a pas entendu, à mon avis. Ah, mais on a répondu sur le chat et je peux encore le redire. D'accord. Donc, c'est le secrétariat, le conseil, pardon, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre. Si vous permettez, en 2 minutes, vraiment, très court. Ah, Monsieur Galuccio, allez-y. Donc, en fait, le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné regroupe l'enseignement des communes, des provinces, de la COCOF et de quelques pouvoirs organisateurs libres. Quand je dis libres, ce sont des ASBL dans laquelle la composante publique est majoritaire et donc c'est la raison qui permet à ces pouvoirs organisateurs d'adhérer au CP11. Et nous regroupons en fait de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale, également des centres PMS, donc nous gérons les centres PMS et de l'enseignement supérieur artistique. Nous sommes complémentaires au Conseil de l'enseignement des provinces et des communes, donc le CECP, et donc nous formons ensemble ce qu'on appelle l'officiel subventionné. Et donc, nous représentons bien 35,7% de la population scolaire en communauté française, chiffre annoncé par la communauté française pour 2019-2020. Voilà. Le CEGEC représentant 49,8% et WBE 14,5%. Chiffre officiel de la communauté française, donc ce n'est pas moi qui les ai inventés. Voilà. Alors, merci, M. Galuccio. Toujours pour M. Lafosse, très rapidement, je crois pouvoir dire cher ami, puisque nous partageons les mêmes compétences, en tout cas en partie dans nos provinces respectives. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas comment est-ce qu'on dit, de piège ou de volonté de vous attraper dans un débat où on aurait dit M. Lafosse a dit que, M. Lafosse a dit que. C'est pas du tout ça. Figurez-vous qu'au sein du MCC, Madame Marguem, notre présidente, a bien dit qui nous sommes et elle a peut-être oublié de dire d'où nous venons. Nous avons chacun, membres du MCC, des parcours différents, mais qui parfois se rejoignent. Nous avons des gens au MCC qui connaissent très bien l'enseignement libre, qui ont d'ailleurs participé parfois très activement, même parfois en étant administrateurs d'école. Nous avons bien entendu de très nombreux bourgmestres ou échevins, parfois même directement échevins de l'instruction publique. Et il est inutile de vous dire que le débat actuel nous intéresse. Et nous avons voulu vraiment inviter l'ensemble des acteurs à s'exprimer aujourd'hui parce qu'il nous semblait que le point de vue du CP11 et le point de vue du CP de M. Étienne Michel du CEGEC, pardon, excusez-moi, se rejoignaient suffisamment pour que nous puissions nous entendre ensemble, peut-être pour pouvoir répondre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ne l'oubliez pas pour les acteurs de l'enseignement, il y a une chose qui a changé fondamentalement depuis quelques mois, c'est qu'avant l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il avait un pouvoir organisateur qui était son ministre, qui s'octroyait lui-même
ses subsides, ses moyens et tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, c'est WBE, Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui agit, dit-on, en autonomie. C'est comme ça, par exemple, qu'ils viennent de prendre la décision d'accepter le port du voile dans leurs écoles, alors que ça n'a jamais été discuté dans aucun parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, simplement, Monsieur Lafosse, il n'y a pas de volonté de vous piéger dans quoi que ce soit, mais c'est plutôt d'entendre le point de vue de tous et chacun et de le partager et de voir si nous avons des points communs que nous pourrions défendre ensemble auprès de nos amis, partenaires, appelez ça comme vous voulez, qui sont présents dans différents parlements. Alors, il y a une chose qui m'a choqué, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus qui l'a dit, mais on a parlé d'élitisme dans l'école. Je peux vous dire qu'en tout cas, en province de Namur, il m'a été interdit depuis que je suis député provincial, ça fait quand même maintenant 2 ans et demi, de parler d'élitisme, mais parler d'efficience. C'est vraiment le mot que nous voulons mettre en avant. Et l'efficience, elle doit concerner chacun de nos élèves, comme d'ailleurs chacun de nos enseignants. Et nous savons tous et très bien que l'efficience, elle a un prix. Elle passe aussi par la problématique des équipements. Quand on dit équipement, ce n'est pas seulement les bâtiments, c'est aussi le matériel dont on met à disposition de nos élèves. Voilà ce que je voulais dire. Merci Richard. Je passe la parole. Donc Richard, veux-tu fermer ton micro? Et maintenant, je passe la parole à Marc. Il me coupe la chic, c'est fait. Merci. Voilà, merci Marie-Christine. Bon, je sais bien, il y a plein de choses que je dois plus dire puisque Richard a déjà parlé. Je voulais aussi rassurer M. Lafosse, puisque c'est moi qui suis à l'origine du coup de téléphone à M. Roberto pour les invités. C'est bien d'avoir leur point de vue et pas d'opposer Étienne Michel à M. Pascal Lafosse. Néanmoins, il y a des choses qui m'interpellent un petit peu. J'ai entendu parler d'aspect philosophique. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller. Est-ce que ça veut dire que si dans l'enseignement libre, on supprime les cours de religion pour les remplacer par un cours d'histoire de religion, à ce moment-là, on pourra faire la clé de répartition élèves puisqu'il n'y aura plus le point de vue philosophique? Je crois que c'est deux choses complètement différentes et que ça n'a rien à voir. Même chose au niveau bâtiment privé, bâtiment public. En effet, il y a des congrégations de sœurs, de frères, des paroisses qui ont construit des écoles. Je pose la question, si ces congrégations n'avaient pas construit des écoles, où ont été les élèves? Parce qu'à ce moment-là, l'État belge n'avait pas les moyens non plus de construire des écoles. Ils étaient bien contents que d'autres personnes prennent en charge la construction de bâtiments pour assurer l'enseignement à tous les élèves. Or, maintenant, on vient dire, ouais, on ne va pas donner de l'argent du privé, mais c'est dans ces écoles où il y a eu de l'argent privé qui était là au départ, que l'on fait les adultes de demain, comme on le fait dans les écoles communales ou de la communauté française. Maintenant, dans l'objectif d'un élève égale un élève, je ne crois qu'on ne peut même pas dissocier les bâtiments, des infrastructures où vous dites que ça représente 4%, ça fait quand même 240 millions, des accords de la Saint-Boniface, où les accords de la Saint-Boniface, en 2001, prévoyaient quand même d'arriver pour 2010 à 75% en subventionnement de ce que recevait l'État. Nous sommes maintenant en 2021, on est loin de ces 75%. Peut-être qu'Étienne pourrait me rappeler à combien nous sommes au niveau du pourcentage, mais toujours est-il, c'est que si on était à 75%, on aurait déjà pu travailler autrement au sein des écoles. Parce qu'il faut être clair, je suis bien placé pour le savoir, j'étais directeur d'école pendant 25 ans, enseignant avant. Ensuite, j'étais échevin, donc j'ai discuté des bâtiments scolaires au sein de la commune. On sait très bien qu'il faut assurer la pérennité de ces bâtiments qui, entre nous soit dit, au niveau de la Wallonie-Bruxelles, a fait fortement défaut pendant des décennies. Et donc, je dis maintenant, je crois qu'on ne peut pas différencier les choses. Il y a les accords de la Saint-Boniface où il faut absolument y arriver à ces 75%. Et c'est vrai que de dire à un moment donné, il y a une manne qui est tombée de l'Europe au niveau du plan de relance et que cette répartition est un peu inique. Ce ne sont pas les bâtiments qui donnent cours, ce sont des enseignants.
Mais il faut assurer la pérennité de ces bâtiments, sinon ben, forcément, on ne pourra plus y donner cours. Et pour revenir également au niveau de l'élitisme, parce que ça m'a un peu choqué également, toutes les écoles, tous réseaux confondus, ont l'occasion d'avoir des projets. À Moucron, nous avons une école de sport spécifique, nous avons une école basée sur l'apprentissage des langues, puisqu'elle est en immersion à ce niveau-là. Nous allons avoir une école qui va se lancer dans la pédagogie active, même chose dans les autres réseaux. Je ne crois pas que c'est de l'élitisme, c'est d'aller chercher le meilleur des élèves un peu partout, quelque réseau que ce soit. Et je veux vous dire une chose, c'est que ce ne sont pas les enfants des familles riches qui sont dans les écoles libres et les enfants des familles pauvres qui sont dans les écoles communales ou provinciales. À Moucron, vous connaissez la situation, puisque je suis de Moucron, eh bien là, l'élève qui soit dans le libre et qui soit dans le communal, ce sont les mêmes élèves, ce sont les mêmes familles, ce sont le même niveau au niveau financier, au niveau des revenus des familles. Et donc là, je m'élève un petit peu pour dire qu'il y a une différence entre les réseaux. Il n'y a pas de différence dans les élèves, il n'y a pas de différence dans l'enseignement, il y a des bons enseignants partout, il y a parfois des mauvais, mais partout aussi. Mais je préfère regarder les bons. Alors moi, je dis, s'il vous plaît, permettons à tous les élèves de pouvoir continuer l'enseignement dans des bâtiments qui ressemblent à quelque chose et qui assurent la sécurité de tous ces élèves. Merci. Merci Marc. Monsieur Galluccio a demandé la parole. Merci de m'accorder la parole. Donc, je voudrais remettre un petit peu le débat à sa juste place. Donc, effectivement, la position du CP11 est justement d'éviter une guerre scolaire. C'est vrai que le débat a assez fort envenimé depuis le début, alors que dans le processus, nous sommes dans une phase, je dirais, inespérée, puisque les 240 ou 230 millions en fait, ne faisaient pas partie d'un débat précédemment, et le ministre des infrastructures, en fait, s'engageait à demander à travers le fameux plan de relance post-Covid proposé par la communauté européenne, d'aller chercher 600 millions d'euros au niveau de la Banque européenne d'investissement, qu'il aurait complété par 600 millions d'euros d'argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça faisait 1 milliard 200 millions qui devaient être consacrés justement à la transition écologique comme c'est prévu ici. Donc, c'était bien dans cet objectif-là. Et il y a pour le moment, en tout cas, une mise en place d'une stratégie pour définir clairement quels sont les bâtiments qui doivent être soit démolis, soit répondre à la transition écologique, puisque nous faisons l'objet actuellement d'une enquête de forme cadastre sur nos bâtiments scolaires. Et il y a également, complémentairement à cela, il y a une étude qui se mène à travers l'ensemble des fonds pour justement les faire coller plus justement aux besoins. Alors, je voudrais répondre quand même 3 petites choses à l'intervenant précédent. D'abord, je suis, et nous sommes tout à fait partants pour qu'il y ait une meilleure répartition des subventions de fonctionnement. C'est vrai que nous méritons 75% de ces subventions de fonctionnement. Je tiens simplement à rappeler que l'accord de la Saint-Boniface, malheureusement, à cause justement des difficultés financières qui avaient été relevées lors de la législature précédente, la ministre de l'Éducation de la législature précédente, une certaine Madame Marie-Martine Schins, a accepté de postposer de 35 ans le fait de pouvoir atteindre les moyens nécessaires. Donc, on est ici dans une configuration inespérée parce qu'on reçoit de l'argent qui n'était pas spécialement espéré de 230 millions pour les bâtiments scolaires et pour faire de la transition écologique dans ces bâtiments. Et donc, voilà, on est là un peu coincé. Alors, je voulais également répondre à mon ami et collègue Étienne. Effectivement, les pouvoirs publics ici sont fort sollicités pour intervenir dans des bâtiments qui restent privés, il faut le reconnaître, mais quand on fait une analyse un petit peu au niveau européen, on constate que la majorité, l'extrême majorité des pays ne financent pas les bâtiments privés, même catholiques. Et si on prend des exemples très précis comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, ils n'interviennent pas dans le subventionnement des bâtiments privés. Il y a juste le Danemark, l'Irlande, la Hollande et la Grande-Bretagne qui proposent un certain financement. Et alors, si on va un cran plus loin, et on fait souvent le parallèle avec la Flandre, mais il ne faut pas oublier que la Flandre
bénéficie en tout cas d'une manne financière beaucoup plus importante que la communauté française, puisqu'elle a fusionné communauté et région au profit de la communauté et elle peut donc prélever des impôts. Et ça, c'est important, ce que ne peut pas faire la communauté française qui bénéficie uniquement des dotations du fédéral. Et donc, ça nous coince un peu en termes de moyens. Voilà. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Galluccio. Donc, j'aimerais quand même dire aussi, et c'est une manière de réaction à tout ce que je viens d'entendre et d'écouter très attentivement, que le but du débat n'est évidemment pas de rallumer une quelconque guerre scolaire, hein. Donc, nous ne sommes absolument pas en train de discuter sur les programmes d'enseignement et la manière dont les réseaux conçoivent la façon d'enseigner. Comme l'a dit un directeur qui est l'un de nos éminents membres, Marc Castel, ce ne sont pas les briques qui enseignent. Et donc, ici, nous parlons d'une opportunité qui est donnée à l'ensemble de la communauté de l'enseignement de pouvoir mettre au niveau énergétique et technologique, les bâtiments qui permettent justement l'enseignement avec tout son contenu, et nous essayons de voir comment nous pouvons trouver la meilleure solution, et d'ailleurs vous en êtes d'accord, vous l'avez exprimé tous les deux, la meilleure solution pour que la répartition soit la plus équitable possible. Alors j'ai entendu fort justement Marc citer les accords de la Saint-Boniface qui remontent à 2001, qui devaient déjà donner un résultat positif en 2010, au 31 décembre 2010, si je suis bien informé, et qui aujourd'hui, en 2021, ont, par une précédente législature, une action précédente, M. Galluccio vient de le rappeler, subit un retard ou un report en tout ou partie en 2038, si je suis toujours bien informé. Mais donc aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle législature. Le but, c'est effectivement de faire en sorte que nous puissions trouver, avec les détails qui viennent du terrain et que vous êtes finalement les seuls à mieux connaître, de trouver la meilleure clé de répartition pour que le partage soit le plus équitable possible et que la transition énergétique profite à un maximum de nos élèves, de nos enseignants et de nos écoles. Alors, j'ai Monsieur Lafosse à qui je donne la parole, si vous voulez bien compléter ce qu'a dit Monsieur Galluccio. Et ensuite, je passe la parole, ça c'est plus important parce que ça permet le débat avec les assemblées qui nous suivent, à Jean-Jacques pour les questions qu'il a synthétisées et qui nous viennent du Facebook Live. Monsieur Lafosse. Oui, merci. Donc, ce que je voulais essentiellement ajouter, je ne vais pas revenir sur la guerre des chiffres. Ce que je voulais vraiment ajouter, c'est que, assurément, nous sommes ici dans un débat qui, même si au départ, et vous le dites, et vous avez raison, parce que le débat ici pour lequel j'étais invité, c'est essentiellement sur la fameuse clé de répartition, mais derrière cela, vous le savez tous, et ça serait dommage de fermer les yeux face à cela, c'est assurément un débat de société. Et je pense qu'il faut savoir de quelle manière nous souhaitons dans le futur que notre enseignement évolue. Et je pense réellement c'est ça la bonne question à travers ce qu'il se passe ici pour le fonds de relance, c'est que derrière il y a un relan je dirais, d'opposition entre deux types d'enseignement. Alors, est-ce que nous avons encore la possibilité en Fédération Wallonie-Bruxelles de pouvoir défendre à coups de millions deux types d'enseignement? Et c'est là toute ma façon de voir les choses, c'est que je pense qu'assurément le caractère philosophique, donc le public, le service public n'a pas, je dirais, à donner une orientation philosophique dans l'enseignement que nous avons. Et là, évidemment, nous allons nous heurter, et je ne souhaite absolument pas revenir sur, comme vous l'avez dit, la guerre scolaire, ce n'est pas du tout mon objectif, mais au moins arriver vers une neutralité de l'enseignement. Et là, je pense que ça serait beaucoup plus audible de la part des uns et des autres si maintenant on avait assurément la conviction que le CEGEC souhaite aller vers une orientation de ce type d'enseignement, vers un enseignement neutre. Et là, à ce moment-là, on peut espérer de revoir les différentes formes de subsides à allouer dans les différents réseaux.
mais c'est une clé, je veux dire, c'est un objectif que nous souhaitons atteindre. Maintenant, ce n'est pas de manière unilatérale, nous sommes bien conscients que c'est en collaborant et en discutant qu'on pourrait, à un moment donné… Oui, un tango, ça se danse à deux. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, mais maintenant, dire que donc les bâtiments sont en manque de rénovation, mais nous sommes tous conscients de cela. Mais à un moment donné, est-ce que c'est réellement je dirais, un service public de financer une orientation philosophique? Et c'est là toute la question. Et donc, si maintenant le CEGEC était d'accord, par exemple, à un moment donné, de déconfessionnaliser toute une série de CPO, mais il n'y aurait aucune discussion à avoir à ce sujet. Et on accepterait bien évidemment une répartition suivant une clé de répartition qui se rapprocherait plus de la clé de répartition élève. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire essayer de garder un enseignement à caractère, puisqu'en fait c'est cela, et d'un autre côté, profiter d'un subside public à la même hauteur que les autres, sachant qu'on ne veut pas se conformer à toute une série d'obligations que l'enseignement officiel subventionné doit respecter. Alors tout à l'heure, Monsieur Lafosse, 75%, c'est pas 100%, hein, je comprends. Hein. Donc, je comprends votre point de vue, je l'identifie fort bien et vous l'exposez longuement. Mais ici, donc, l'enjeu, c'est au moins les accords de la Saint-Boniface qui ont été votés en 2001. Et vous savez très bien que quasiment tous les partis autour de la table ont voté ces accords, le MR aussi. Donc, nous en sommes responsables et nous sommes responsables de l'exécution au moins de ces accords. J'aimerais quand même le rappeler. Donc, je ne veux pas poursuivre, si vous le permettez, et je vais vous laisser clôturer, sur la distinction philosophique que vous introduisez dans le débat et qui est selon vous le critère qui doit primer pour une égalité parfaite dans le financement. Mais ici, donc, pour l'instant, nous n'en sommes même pas, et très loin de ces 75%, nous n'y sommes même pas, et nous nous posons la question de savoir comment nous allons pouvoir, c'est ma vraie question que je pose aux trois intervenants, comment nous allons pouvoir, dans un délai relativement bref, récupérer le retard qui a été accumulé et arriver au moins à cette norme de 75%. Oui, mais là, je pense que ça, d'accord, tout à fait d'accord avec vous, mais ça, ce n'est pas uniquement une problématique propre au CEGEC, c'est propre à l'ensemble des réseaux. C'est ce que je dis. Donc là, évidemment, mais comment voulez-vous résoudre cette problématique-là? Le gros problème, vous le savez, est essentiellement budgétaire. Et donc, débloquer des budgets à hauteur, comme vous le dites, de 75% pour les accords de la Saint-Boniface, ça va demander des déblocages de budget. Mais est-ce que nous avons, en tout cas au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a été, donc, comme Roberto l'a rappelé, n'a pas de pouvoir de taxation. Donc, est-ce qu'ils arriveront à ce genre d'accord Boniface? J'en suis pas persuadé. Écoutez, donc on va essayer de poursuivre. Je vais passer maintenant la parole à Jean-Jacques Flao, mon deuxième vice-président, pour qu'il nous fasse part des questions qui sont posées. Et suivant les questions, ce sera l'un ou l'autre intervenant qui y répondra. Jean-Jacques, tu as la parole. Merci. Je voudrais d'abord remercier à la fois M. Michel, Mme Marlière et M. Lafosse, que j'ai connu aussi. En tant qu'ancien bourgmestre, j'ai aussi géré l'enseignement communal dans ma ville. Alors, les questions sont vraiment de deux types. Il y a d'une part l'aspect technique et faisabilité pour rendre les bâtiments neutres énergétiquement, parce qu'il y a plein de possibilités, l'isolation, les panneaux, les éoliennes, etc. Et donc là, comme l'a dit M. Michel tout à l'heure, le fait que le délai est finalement très court, puisque dans 14 ans, tout devrait être théoriquement réglé, va poser manifestement un problème pour mettre en œuvre cela. Et la proposition de M. Lafosse d'avoir une cellule bien étoffée qui peut analyser et rapidement les dossiers est importante. À ce point de vue-là, la remarque de Mme Marlière est aussi intéressante en termes d'autonomie, comme
comme cela existe pour l'enseignement supérieur. Alors, par contre, beaucoup de questions ont aussi été posées sur le problème de finalement des réseaux. Toute une série de personnes trouvent que on peut s'interroger sur le fait qu'on finance des bâtiments qui ne sont pas propriété publique, même si Madame Marlière a elle-même souligné que certains des bâtiments utilisés par la province sont des bâtiments de la ville de Namur et non pas de la province. Il y a même eu une question un peu boutade sur le fait de savoir si dans les écoles libres, les travaux pour la transition énergétique devraient aussi concerner les chapelles des églises, les chapelles des écoles également. Mais je crois que c'était plus en boutade, j'imagine. D'autre part, pas mal de questions aussi ont été posées à propos de la priorité à accorder en matière d'enseignement. Certains considèrent qu'on est aujourd'hui en crise sanitaire et qu'il faut privilégier les apprentissages et l'encadrement plutôt que le débat que nous avons. Évidemment, les personnes là n'ont peut-être pas perçu qu'il y avait là une mise à disposition de moyens dans le cadre du plan de relance européen et que ces moyens ne pourraient évidemment pas être consacrés à l'aspect des apprentissages et de l'encadrement. Alors, certaines personnes, Madame Dubaty notamment, a évoqué le fait que certains cours, et en relayant un peu ainsi ce qui avait été dit par le député provincial de l'enseignement du Hainaut, que certains cours qui existent dans le public, comme le cours de philosophie de citoyenneté, n'est pas donné de la même manière et qu'il faudrait d'abord, donc là aussi, elle le dit, revenir aux apprentissages. Voilà ce qui a été globalement dit. Donc, il y a, si je résume, le problème du contenu de cette enveloppe, comment on va la mettre en œuvre, et aussi, alors, on revient un peu par ailleurs au débat sur la spécificité finalement de l'enseignement libre par rapport aux plusieurs enseignements officiels. Voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors, sur le chat de discussion de notre Zoom, j'ai vu apparaître diverses interventions et notamment l'une d'entre elles, donc OK pour un seul type d'enseignement, mais qui rachète alors les bâtiments du libre. Alors, je vais vous passer la parole pour clôturer et je vais la passer donc à Monsieur Michel, qui est moins intervenu depuis sa première intervention. Et ensuite, si l'un ou l'autre veut compléter ou relancer le débat, on va un peu dépasser l'horaire parce que c'est évidemment un débat très, très dense et à connotation que je sens à connotation un peu émotionnelle quand même. Donc, il faut laisser la place aussi à l'émotion pour qu'elle s'exprime. Monsieur Michel, vous avez la parole. Merci, Madame Marguem. Peut-être une série de points. Tout d'abord, j'ai entendu le discours très clair de Monsieur Delfosse qui consiste en fait à mettre de nouvelles conditions pour le respect du prescrit constitutionnel d'égalité de traitement. Bon. Moi, ce n'est pas comme ça que je me figure l'état de droit. Dans un état de droit, on respecte la Constitution, c'est la base de tout. Et puis, on réfléchit éventuellement à d'autres évolutions par ailleurs, si c'est souhaitable. Alors, pour ce qui concerne le point sur les subventions, j'ai quand même noté quelque chose d'important, c'est que Roberto Galluccio a dit très clairement le souhait de leur part de voir la norme de 75% respectée pour tout le subventionné. Donc pour moi, ça c'est un élément important qu'il faut bien noter et qui est exactement en phase avec les déclarations de Pierre-Yves Jolet sur les perspectives de sortie de crise. Donc je me permets de souligner cela. Alors sur l'affaire des bâtiments, permettez-moi de dire un mot
du mécénat de l'Église catholique. La fédération Wallonie-Bruxelles, et ceci ne va pas plaire à tout le monde, mais arrive à organiser la scolarité de tous les élèves francophones grâce à un gigantesque mécénat de l'Église catholique. Et c'est quoi ce mécénat? C'est la mise à disposition d'un patrimoine immobilier dont la valeur est estimée grosso modo à entre 5 et 6 milliards d'euros. Impossible d'organiser la scolarité des élèves sans ce mécénat. Alors, la limite de ça, c'est l'ampleur de ce mécénat. La limite de ce mécénat, c'est qu'il n'y a plus un seul euro qui provient de l'Église catholique pour entretenir ce patrimoine immobilier, pour le mettre aux normes, etc., etc. Et donc, c'est la question. Hein. Il faut aujourd'hui que l'autorité publique intervienne pour que l'ensemble des bâtiments scolaires puissent être entretenus correctement et mis aux normes correctement. Alors, je voudrais dire à ce propos que j'ai trouvé la proposition de Madame Marlière, donc à la fin de son exposé, particulièrement intéressante. Donc, lorsque Madame Marlière dit, mais il faudrait peut-être un financement par école, calculé par élève et tenant compte du type d'enseignement. Moi, je pense que c'est une piste tout à fait sérieuse pour l'avenir. Hein, si on voulait faire preuve d'un peu de prospective, hein, et les réunions politiques sont aussi là pour ça, on pourrait très bien sortir de ce système des fonds de financement des bâtiments scolaires et arriver à une allocation par élève, mais modulée, je comprends, par type d'enseignement, parce que Mme Marlière a raison de dire que c'est un peu plus exigeant en termes de surface par élève pour organiser, par exemple, de l'enseignement qualifiant que pour organiser de l'enseignement général. Donc moi, c'est une piste que je prends au sérieux et elle consonne très bien avec ce que j'ai dit au début de mon exposé. Vous vous rappelez, j'ai montré que le cloisonnement entre toutes les enveloppes budgétaires était un problème. Hein, on irait à l'avenir vers une sorte d'enveloppe pour les subventions de fonctionnement calculées par élève et une enveloppe pour les bâtiments calculée comme une sorte d'allocation annuelle par élève, alors on arrive à des choses beaucoup plus fluides qui peuvent éventuellement être fusionnées. Vous voyez, donc là, il y a une vraie vision d'avenir. Alors, je ne vais pas parler de DPC aujourd'hui, c'est le débat qui suit. Hein, donc, il y a un groupe de travail créé au Parlement. On va y intervenir et on expliquera comment le référentiel commun d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté s'impose à tout le monde, y compris à l'enseignement catholique, mais selon des méthodes d'enseignement un peu différentes. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on est bien là. Alors, Madame Marlière. Eh bien, Monsieur Michel a repris effectivement, je pense qu'il a bien perçu ma proposition. Je voudrais néanmoins insister sur le fait que, avant tout, l'enseignement est au service des élèves, des étudiants, des élèves et de leurs parents, bien sûr, qui ne sont plus, enfin, je vais être un peu brutale, vous m'en excuserez, dans des logiques de réseau. Les gens ne comprennent pas nécessairement que dans telle école ou telle école, on appartienne à tel ou tel réseau. Ils choisissent avant tout leur école, bien souvent les élèves parce qu'ils y ont des copains et ainsi de suite, par proximité, par réputation de l'école. Donc, il est très important d'offrir des structures d'enseignement de qualité et donc de dépasser, si je puis dire, selon moi, ces logiques de réseau, chacun gardant bien sûr son identité, sa culture. Voilà, s'il y a encore des choix à faire par rapport à cela. Mais en ce qui concerne effectivement les subventions de fonctionnement, les subventions pour les infrastructures, les différents programmes, il y a vraiment intérêt à trouver un mode d'attribution de ressources qui soit simple, efficace, qui permette plus d'autonomie aux différentes directions d'école et plus d'efficience dans la réalisation des travaux. Parce qu'on l'a dit, 2035, c'est demain et il y a énormément de choses à faire. Donc, je pense qu'une
nouvelle manière de calculer les ressources attribuées à chacun, basée sur l'élève, encore une fois, comme ça a été fait pour les hautes écoles, me semble une voie tout à fait équitable et raisonnable. Eh bien, Madame Marlière, ce sera le mot de la fin, si vous nous le permettez, puisqu'il est 11h37. Donc, nous avons, dans un timing presque respecté, évoqué avec synthèse et densité l'ensemble des éléments en discussion. Nous vous remercions chacun des orateurs, donc Monsieur Michel, Monsieur Lafosse, Monsieur Galuccio et Madame Marlière. Nous vous remercions pour avoir participer à nos travaux et pour nous avoir donné votre vision des choses. Nous allons maintenant nous réunir entre nous pour préparer un texte de prise de position qui traduira nos réactions par rapport à ce que vous nous avez dit et une partie évidemment de l'information très précieuse que vous nous avez si gentiment livrée ce matin. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et j'aurai plaisir à vous revoir bientôt.